Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Format Flash. Aujourd'hui on parle rentrée littéraire et sans plus tarder je vous présente 6 romans coup de cœur de cette rentrée littéraire. On va commencer tout de suite et je vous emmène au Pays de Galles avec Sur l'île, premier roman de Elisabeth O'Connor paru aux éditions J.C. Lattès. Ici, on va suivre le quotidien de Manod, une jeune fille de 18 ans qui vit sur une petite île au large du Pays de Galles avec sa jeune sœur et son père qui est pêcheur. Et elle partage le quotidien difficile, la vie difficile de ces quelques familles de pêcheurs qui vivent encore sur ces terres franchement inhospitalières en 1938. À cette époque, ces petites îles sont encore nombreuses à vivre comme ça, repliées en dehors du temps, maintenant tant bien que mal les relations avec le monde extérieur par le biais des journaux qui arrivent souvent avec un grand train de retard. Manod, c'est une jeune femme qui est très intelligente, qui est pleine de vivacité, qui est brillante, mais qui a dû raccourcir ses études pour participer à la vie de l'île. C'est une jeune femme qui vient d'un milieu très modeste, mais elle a réussi quand même à obtenir une certaine éducation. Elle parle anglais, elle sait écrire, et malgré ça, on sait qu'elle est promise à un avenir certainement assez monotone, un avenir assez étriqué, celui d'une femme de pêcheur qui est un petit peu condamnée à reproduire et à continuer à entretenir les traditions ancestrales de son milieu. Alors qu'elle rêve, bien sûr, d'autres horizons. Et c'est l'arrivée d'une baleine, une péripétie totalement inattendue, une baleine qui va s'échouer sur le rivage et avec elle vont arriver 2 jeunes personnes, des citadins, qui viennent étudier et recueillir la parole de ces pêcheurs, de ces familles qui vivent encore comme il y a plus d'un siècle. Et cette rencontre va totalement bousculer cette jeune femme qui va entrevoir tout un horizon de possibilités. Donc, on est plongé avec Manod dans un roman au rythme ralenti, un roman d'une très grande délicatesse qui va nous initier aux conditions de vie de ces familles dans ces petites îles en dehors du monde. Manod, donc, c'est la narratrice du roman, et elle nous emmène avec elle nous fait partager son monde intérieur qui est à la fois serein, qui est à la fois plein d'une certaine sagesse, elle qui n'a pourtant que 18 ans, et qui est aussi un monde bouillonnant de vie. C'est une jeune femme qui veut vraiment faire ses propres choix, qui rêve de toutes sortes de choses. On pense bien sûr aux héroïnes simples et très poétiques de Tracy Chevalier, les héroïnes qui sont confrontées au vaste monde et qui vont devoir choisir et faire leur propre chemin, ouvrir leur propre voie. On pense aussi bien sûr à l'univers austère et flamboyant des sœurs Brontë, dans un décor que ne renierait pas Peter May dans sa trilogie écossaise, avec toute cette pluie, tous ces embruns, tous ces paysages sauvages, hostiles mais magnifiques. Et bien sûr, on va découvrir dans ce roman les us et coutumes des gens de mer, ces insulaires aux manières rudes, aux modes de vie autarciques qui sont très adaptés à cet environnement, à ces conditions très difficiles. Et on assiste aussi, bien sûr, à la fin de tout cet univers qui a vécu replié sur lui-même et qui ne peut pas résister à toute la frénésie de la modernité qui lui arrive droit dessus avec ce début de XXe siècle. Et Elisabeth O'Connor, en cela, elle s'est inspirée de la réalité, de ce qui s'est vraiment produit dans différentes îles de Grande-Bretagne et d'Irlande, et donc de toutes ces personnes qui ont connu un destin similaire, et ces îles qui ont connu ce déclin de population au tournant du XXe siècle. Donc c'est un roman d'une très grande délicatesse, qui nous emmène dans cette bulle, dans cet environnement si particulier,
Donc c'est un roman qui est parfait pour s'évader, pour rêver, et c'est un roman qui vous fait aimer la pluie. On enchaîne maintenant avec le second roman de cette sélection, Nord Sentinelle, signé Jérôme Ferrari, paru aux éditions Actes Sud. On va aller ici découvrir l'histoire d'une tragédie, celle de la famille Romani, une famille de Corse à l'histoire tristement célèbre et qui va s'achever dans le sang lorsque Alexandre, le fils Romani, poignarde Alban, un jeune Parisien en vacances. Tout cela, pourquoi ? Pour des peccadilles, évidemment. L'histoire tient donc en quelques lignes, mais à partir de là, c'est toute la lignée Romani qui est passée au peigne fin. Et celui qui raconte l'histoire, il occupe une place centrale dans ce qu'il nous raconte, car c'est le cousin de Catalina qui n'est autre que la mère de l'auteur du crime. Et ce narrateur, dont on ne saura jamais le nom, qui a vécu très proche de ces Romani, il va y mêler sa propre histoire. Et il va nous dépeindre les portraits assez peu glorieux de cette famille Romani, et c'est le moins qu'on puisse dire, cette lignée qui est entachée sur plusieurs décennies, qui est faite de personnages aussi exécrables qu'ils sont hauts en couleur. Vous y trouverez des bandits, des proxénètes, vous y trouverez des ivrognes, des escrocs, mais tous ces personnages ont la chance d'être propriétaires de nombreuses terres littorales et malgré leurs nombreuses tares, c'est ainsi qu'ils ont pu faire fortune grâce bien sûr au développement du tourisme. Et au bout de cette lignée d'affreux, on trouve bien sûr le pauvre Alexandre, le jeune héritier, celui qui commet le crime, au centre du récit. Et c'est un jeune homme qu'on n'arrive pas complètement à détester. Pour le dire poliment, c'est un élève médiocre, à la limite de la stupidité. Et c'est le résultat, voilà, de cette famille qui l'a très mal élevé, qui lui a fait croire qu'il était quelqu'un alors qu'il n'était rien du tout en réalité. Et je peux citer quelque chose d'assez savoureux. Mais Alexandre n'avait jamais été à la hauteur de ses rêves, fût-il tout droit sorti d'un roman de gare minable. Donc ça donne le ton. Et au milieu de toute cette galaxie des horreurs viennent s'intercaler d'autres récits. Ce sont les récits de celles et ceux qui auront de près ou de loin un rôle à jouer dans cette tragédie annoncée. On va trouver Séverine, l'adjudante-chef qui est chargée de l'enquête. On va trouver aussi Chirine, qui est la compagne de la victime. Alban, bien sûr, qui est lui-même au centre de l'histoire en étant la victime. Et tout cela viennent faire, par la grande magie de l'écriture, viennent faire dériver l'histoire vers d'autres horizons totalement inattendus. Et les passages où évolue Chirine sont particulièrement beaux et ils évoquent la magie des contes orientaux. Et c'est en fait l'écriture ici qui est particulièrement travaillée, qui est particulièrement savoureuse, qui sert des propos incisifs, cruels, mais parfois aussi touchants. Et c'est un vrai roman à tiroir, donc qui nous fait naviguer, qui nous fait nous égarer entre les époques, entre les styles employés. On va du conte au charme oriental, à la chronique familiale et intime, en passant par le pamphlet contre le tourisme de masse. Et tous ces registres, tous ces éléments qui se mélangent constituent un patchwork d'écriture qui est parfaitement orchestré et qui donne au final une œuvre très cohérente. Donc c'est un petit roman merveilleux de 200 pages qui vous donne un concentré d'écriture talentueuse et qui vous fait passer un très bon moment et un vrai bonheur de lecture. On va passer au troisième roman de cette sélection qui s'intitule La Petite Bonne, signé Bérénice Pichat aux éditions Les Avrils, qui nous livre donc son premier roman. On va partir à la rencontre de 3 personnages dont les voix s'entrecroisent, celle de la petite bonne, celle de Madame et celle de Monsieur Daniel. L'intrigue se déroule dans les années 30. Une petite bonne accepte de passer 3 jours dans la maisonnée de ses nouveaux patrons pour s'occuper de Monsieur, en l'absence exceptionnelle de Madame.
Des 3 maisons dont elle a à s'occuper, c'est la plus modeste, c'est celle où on ne reçoit pas car monsieur, c'est une gueule cassée. C'est un ancien pianiste qui vit reclus dans sa demeure et qui est resté estropié à jamais brisé par la guerre. Madame s'occupe seule de son époux dans une abnégation totale. Et le récit commence lorsque Madame va s'absenter exceptionnellement pour rejoindre une partie de campagne et va demander à sa nouvelle bonne de venir s'occuper de tenir la maison et bien sûr de s'occuper de monsieur en son absence. Notre petite bonne va donc accepter cette demande et venir à la rencontre d'un homme qu'elle ne connaît finalement que très peu. Elle sait que c'est un homme qui vit en reclus, c'est un homme abîmé, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est en fait monsieur qui est à l'origine de cette idée d'absence de sa femme. C'est lui qui l'a convaincue de s'absenter sur quelques jours, car il a derrière la tête une idée inimaginable. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Donc c'est un récit très immersif dans lequel on va tout de suite plonger. Le récit de la petite bonne, sa voix occupe matériellement la moitié gauche de la page sur le livre et elle va dérouler librement le fil de ses pensées sans aucun signe de ponctuation. Donc on est totalement happé par ce flux continu qui évoque une vie aux prises avec les difficultés du quotidien quand on s'occupe des autres et qu'on n'a pour ainsi dire pas de vie à soi. On a quelques rêves simples et modestes, celui d'une bicyclette pour alléger la difficulté des trajets du quotidien. Presque instantanément, comme elle se livre à nous de cette manière, dans sa simplicité, cette petite bonne va nous émouvoir et nous conquérir totalement. Elle témoigne donc de la difficulté, des conditions des petites gens comme elle, ceux et celles qui se lèvent tôt le matin pour aller faire le ménage, pour aller s'occuper des belles maisons. Mais elle témoigne aussi de la condition difficile, particulièrement difficile, des femmes de son époque qui sont livrées à la merci des hommes qu'elle rencontre, que ce soit un patron sans vergogne ou un compagnon indélicat. Donc ce récit, c'est aussi bien sûr l'histoire d'une rencontre entre deux êtres que tout oppose, la petite bonne quelconque, le bourgeois fortuné, mais au final, on va voir que ce sont bien sûr deux êtres humains avec leurs failles et qu'en dépit de leur classe sociale, ils ont certainement des choses à se dire. Donc c'est un roman qui est très brillamment écrit et mis en scène, qui, sous l'apparence d'une fausse simplicité, va en fait nous toucher en plein cœur. Et c'est une lecture véritablement coup de cœur pour cette rentrée littéraire que je vous invite vraiment à lire. On passe maintenant à un essai littéraire signé Mariana Enriquez qui s'intitule La petite sœur, un portrait de Silvina Ocampo. Et avec cette lecture, on va partir à la rencontre de deux autrices argentines, et pas n'importe lesquelles, car Mariana Enriquez est une écrivaine, romancière et journaliste qui s'est fait connaître en France avec ses recueils de nouvelles remarqués où règne l'étrangeté, et également avec un roman fantastique magistral qui renouvelle totalement le genre. Il s'intitule Notre part de nuit, et tout cela s'est paru aux éditions du Sous-sol. Son écriture à Mariana Enriquez a souvent été comparée à celle de Silvina Ocampo, qui est sa compatriote et sa sœur en littérature. Et dans ce portrait très fouillé, vous allez comprendre pourquoi, et si vous ne connaissez ni l'une ni l'autre, je vous envie d'être sur le point de le découvrir. Donc La petite sœur, c'est le fruit d'un très long travail de recherche par Mariana Enriquez qui a tenté de percer le mystère de cette autrice qui est encore nimbée aujourd'hui d'une aura sulfureuse. On va découvrir un véritable personnage de roman sur lequel couraient et courent encore aujourd'hui toutes sortes d'histoires et de mythes abracadabrants. Cette femme est donc issue d'une famille immensément riche, les Ocampo, et d'elle, on a dit toutes sortes de choses. On a dit qu'elle était une magicienne, qu'elle avait des dons de divination avérés, et elle-même le disait. On lui a prêté toutes sortes d'inimitiés, à commencer par la relation ambiguë qu'elle entretenait avec sa sœur, Victoria Ocampo, elle-même écrivaine.
On a commenté ses relations conjugales et extra-conjugales, elle qui était la compagne et l'amie de deux monuments de littérature argentine, Adolfo Bioy Casares et Borges. On a dit d'elle qu'elle était une victime, et on l'a également accusée de perversion et bien d'autres choses encore. Et ce portrait, composé par Mariana Enriquez, l'a été à partir des entretiens qu'elle a pu faire avec les contemporains de Silvina. Et on va partir, grâce à ça, à la rencontre d'une femme totalement iconoclaste, totalement à contre-courant de ce qu'on aurait pu attendre d'une femme issue de la classe supérieure. Elle aurait pu rester en retrait, elle aurait pu mener une vie très policée, et contre toute attente, elle va développer des intérêts, peut-être des obsessions pour des sujets pour le moins inhabituels et une manière d'être tout à fait excentrique. Dans ces textes détonnants, on retrouve des thèmes tels que la difformité, la marginalité, des personnages qui vont subir des métamorphoses, qui vivent des situations tour à tour absurdes, horrifiques et souvent drôles. Et donc, avec ces textes aux frontières de l'étrange, elle provoque une véritable expérience de lecture, une expérience de lecture qui se fait dans l'excès, dans l'ambiguïté, dans le désordre. Et tous ces thèmes, bien sûr, contrastent fortement avec ce qu'on aurait pu attendre d'une jeune fille de bonne famille. Et de fait, elle ne partage pas forcément les opinions de sa classe. Silvina Ocampo, elle pose un vrai regard singulier sur le monde, un regard en dehors des codes, un regard qui est dénué d'autoritarisme. Elle dit ce qu'elle pense, elle n'a pas forcément d'arrière-pensée, et tout ça, ça la rend très attachante, et ça a su conquérir nombre de ses contemporains. Mais cette vision de personnage, tout le monde ne la partage pas, et c'est là que commence le mythe de cette femme insaisissable dont le mystère restera à jamais scellé. Car à travers tous ces chapitres, va se dessiner un portrait qui, finalement, met en exergue toutes les contradictions des témoignages de celles et ceux qui ont côtoyé Silvina Ocampo, et que Mariana Enriquez a très finement choisi de conserver sans trancher pour une version ou pour une autre. On peut bien sûr imaginer qu'elle a sa petite idée sur la question, mais ainsi elle continue de préserver cette légende de femme, cette légende si unique, si attachante, qui a évolué dans les cercles mondains et littéraires de la première moitié du XXe siècle. Et donc, lire ce portrait, c'est aussi se plonger dans une époque révolue, c'est côtoyer au plus près les éminences littéraires de cette première moitié du XXe, et en tout cas, c'est une lecture qui vous fera voyager et qui vous donnera certainement une furieuse envie de lire l'œuvre si singulière de Silvina Ocampo, sans oublier celle de sa digne héritière, Mariana Enriquez. Avec Pour Britney de Louise Chenevière, paru aux éditions POL, on va commencer avec une question. C'est quoi le point commun entre Britney Spears, chanteuse pop star des années 2000, Nelly Arcan, écrivaine sacrifiée à l'âge de 38 ans, ou encore Anna Karenine? Vous le saurez en lisant ce livre. Louise Chenevière revient ici parler de ses sujets de prédilection, la femme et son corps encombrant, jaugé et scruté en permanence par le regard de la société et des hommes en particulier, un corps qui n'est pourtant jamais comme il faut. Elle nous livre un texte court, un texte tsunami, avec une écriture implacable dont chaque phrase résonne puissamment. Le point de départ, c'est la propre histoire de Louise, qui, comme tant d'autres petites filles, a passionnément aimé, passionnément admiré la pop star Britney Spears. Devenue jeune femme, elle se questionne sur toutes les attentes et toutes les limitations faites aux femmes que l'on conditionne à être d'une certaine manière. Et elle va se questionner, et en particulier sur l'opprobre public jeté sur son ancienne idole, mais s'étonner aussi de sa propre participation à cela. Et à partir de là, elle essaye de voir ce qui se joue dans nos comportements, dans nos jugements, à travers le traitement médiatique, emblématique, de deux femmes célèbres aux réputations sulfureuses, Britney, la pop star, et Nelly, l'écrivaine. Toutes deux ont subi une lourde exposition médiatique et son cortège de tribunaux populaires.
Et ce qui se joue ici, encore et toujours, on va le voir, c'est quoi? C'est la tragique dialectique entre la Madone et la putain, ce jeu de funambule qui tourne souvent très mal. Et Louise va revenir sur les scènes médiatiques à la une des médias dans les années 2000 et va s'appliquer à le décortiquer avec un regard plus analytique, un regard froid, en totale opposition aux réactions unanimement moqueuses de l'époque. Et on a tous en tête les images, encore aujourd'hui, de Britney se rasant la tête elle-même en public, alors taxée de folle. Et Louise se demande comment la symbolique d'un tel geste a pu être mise de côté. Un geste non pas fou, mais terriblement logique, celui d'une femme acculée, désespérée de reprendre le contrôle sur son image et se le réapproprier. Louise dénonce donc le poids de ce corps-image à l'origine de tragédies qui fait qu'une femme brillante comme Nelly Arcan a été pulvérisée. Dans ce récit, on va passer de l'une à l'autre, de Nelly à Britney, à la propre histoire de Louise, avec une fluidité confondante. On floute les contours de chacune, et chaque histoire se répond et se fait perpétuellement écho pour jouer finalement une seule histoire, qui est celle des femmes qui ont tant au commun. Cette histoire, c'est donc celle de l'aliénation du corps des femmes, un corps qui ne s'appartient pas, qui depuis la prime enfance, ces corps de confinés des petites filles face à face dans le miroir qui leur renvoie sans fin l'image de leur propre corps, un corps féminin qui sera perpétuellement soumis au regard et l'interprétation permanente des autres. Alors c'est un texte qui nous emmène littéralement avec lui dans son urgence de dire, de dénoncer un système de valeurs faussées. Il est porté par une écriture fulgurante qui emporte tout sur son passage, faite de longues phrases qu'on ne peut pas s'empêcher de continuer à lire. C'est un texte avec un style singulier, au rythme abrupt, fait pour interpeller. C'est un texte court, un texte fascinant, un texte vraiment à découvrir. Et on termine cette sélection avec Michael Cunningham qui nous livre son dernier roman, Un jour d'avril, paru aux éditions du Seuil. Bon, Michael Cunningham, on le connaît toutes et tous, avec son roman internationalement connu, Les Heures, prix Pulitzer, adapté au cinéma en 2002. Et on le retrouve ici encore dans un roman tout aussi immersif et contemplatif qui est brillamment mis en scène dans le New York des années Covid. On va suivre un groupe de personnages à 3 époques différentes durant 3 journées d'avril de 2019 à 2021. Et on va être immergé avec ces 8 personnages qui ont leurs histoires, qui ont leurs problèmes, leurs projets et qui, tant bien que mal, essayent d'avancer dans la vie. Il y a Dan, un musicien qui essaye de reprendre contact avec son début de carrière. Il y a Isabelle, sa compagne, qui a brillamment réussi dans une agence de photographie, mais qui développe une certaine mélancolie. Il y a Robbie, son frère, qui a abandonné la perspective d'études de médecine pour faire on ne sait trop quoi, et qui fait vivre à son alter ego parfait une vie rêvée sur Instagram. Il y a aussi Chess, une jeune femme, professeure d'université, qui vient d'avoir un enfant avec Garth, le père biologique, un artiste, un électron libre. Et enfin, il y a les enfants. Et tout ce petit monde forme une famille aux relations parfois compliquées, émouvantes, et nous allons tous les voir évoluer le temps de ces 3 journées, à 3 époques différentes, dans les relations qu'ils ont avec les autres, dans leur vie généralement, et bien sûr dans leur vie intérieure. Et c'est là en fait que le roman vous happe en vous plongeant dans l'intimité de ces personnages, dans leur subjectivité, qui fait que ce qui se passe à l'intérieur est presque plus important que ce qui se passe à l'extérieur. Et en tout cas, c'est le parti pris de l'écriture de Michael Cunningham qui montre encore une fois tout son talent en mettant en scène ainsi, en exprimant la matière vivante et en perpétuel mouvement des pensées, et donc qui réussit à nous captiver dans une lecture pourtant très fluide. Dans ce récit vont s'alterner les points de vue de chacun, où on nous montre souvent les écarts, parfois importants, entre ce que chacun croit savoir, ce que chacun sait, mais derrière tout cela, tous se rejoignent en fait sur des ressentis communs
Et tous partagent les mêmes doutes et les mêmes questionnements. Tous partagent cette impression de solitude, la difficulté d'être toujours connecté à soi ou aux autres, la difficulté de réussir sa vie, l'impression d'échec, les rêves comme les illusions. Et au bout de tout ça, ce dont il est question, c'est quoi? C'est bien la recherche du bonheur et du sens de la vie qui est le point de mire de chacun et qui résonne en nous de manière universelle. Au centre du récit, on a aussi, en plus de ces réflexions qui accompagnent ces réflexions existentielles, on trouve aussi bien sûr les enjeux profonds qui vont traverser et questionner nos sociétés contemporaines. On a bien sûr l'avènement de la pandémie Covid-19 et de là ses impacts sur chacun, les changements qui vont s'opérer. Et bien sûr, dans ce monde précaire qui est le nôtre, il y a la question de comment faire pour élever ses enfants, la question et la conscience de l'immense responsabilité vis-à-vis de ces adultes en devenir. Et il y a aussi la question de ce qu'on est prêt à croire dans le monde virtuel des réseaux sociaux, dans cet Instagram qui, je cite, existe en dehors du continuum espace-temps et où l'authenticité semble être secondaire. Alors au final, on ressort de ce roman qui est extrêmement immersif et brillant, on ressort un peu ébloui, un peu sonné dans ce texte qui résonne très fortement en nous, qui nous fait nous questionner sur notre perception du monde, sur nos rapports qu'on entretient les uns avec les autres, mais qui met aussi l'accent sur ce qui nous rapproche, sur ce qui fait notre humanité. Donc c'est un texte qui est une vraie parenthèse contemplative au milieu du chaos. Et c'est sur ça que je terminerai cette sélection. Je vous souhaite d'autres belles découvertes et bien sûr, tous ces livres sont à emprunter dans les collections de la bibliothèque départementale en format physique ou numérique sur Nomade. À bientôt!